bonjour à tous pour cette deuxième table ronde sur le deuxième jour que j'anime dans le cadre du salon EnviroPro. Nous allons parler mobilité décarbonée, mobilité durable. On va essayer de faire un petit tour sur les lois, les normes, les obligations en matière de déploiement de solutions de mobilité décarbonée. Donc je vais commencer par rapidement présenter Immobilité Expert. Donc la société dans laquelle je suis fait partie d'un groupe qui s'appelle Odyssée. Et donc pourquoi on est sur le salon d'un développement durable? Parce qu'Odyssée travaille dans le développement durable. Et notre première mission, c'est de travailler sur la RSE. Derrière la RSE, on va travailler sur les plans de déploiement, les plans de déplacement d'entreprises, collectifs, individuels. On va faire des schémas directeurs auprès des collectivités pour déployer des infrastructures de recharge. Donc c'est un peu notre mission. Et c'est pour ça, en fait, en tant que bureau d'études, ça nous permet d'avoir une vue assez générale de l'analyse des besoins des clients en matière de mobilité. Alors la mobilité commence par le fait de ne pas se déplacer, jusqu'à la mobilité, la logistique, les véhicules de service, les véhicules de fonction. Et tout ça, on va les traiter autour des lois, des normes et des obligations en matière réglementaire. Sachant qu'aujourd'hui, la loi LOM est ce qu'elle est, il faut faire avec et il faut donc progressivement décarboner. Donc on va faire de la stratégie de déploiement d'infrastructures de recharge. On va travailler sur l'existant, on va travailler sur des modifications. Et on va aller jusqu'à l'énergie. Et jusqu'à l'énergie, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de puissance nécessaire pour recharger les véhicules électriques, par exemple, on va travailler sur les problématiques de l'énergie consommée par le bâtiment, donc réduire éventuellement cette consommation et éventuellement compenser avec des énergies nouvelles ou des énergies complémentaires comme du photovoltaïque. Donc sur notre table ronde, on va retrouver un peu tous ces aspects de mobilité et ces solutions de recharge et de complément d'énergie, voire d'énergie complémentaire comme on va voir à la fin avec l'hydrogène. Donc on fait des guides, on fait des conseils, on fait de la formation, sur la RSE, on fait de la formation sur la décarbonation, etc. Donc nos clients, ce sont aussi bien les collectivités que les privés. Et on va pouvoir travailler également sur la démarche réglementaire. Et on fait, comme je vous disais, des formations. Donc on a une démarche 360, on va vraiment de A à Z jusqu'à la prise en main des véhicules avec des formations sur la conduite de véhicules électriques. Je parle pas directement d'éco-conduite, mais vraiment de conduite en véhicule électrique. Et on le fait avant de livrer les voitures électriques au personnel, pour éviter d'avoir des rejets, parce que souvent, on m'a mis une voiture électrique, c'est la merde, ça va pas, ça ne correspond pas à mes besoins. Donc on étudie d'abord les besoins des usagers. Il y a des associations, ça il faut le savoir en France, qui sont des associations locales ou nationales. Donc vous avez des associations comme l'AVER qui poussent beaucoup la mobilité au sein de l'entreprise, des usagers, avec FOV. FOV qui est une association plus côté usager, utilisateur. Et l'AVER est en relation avec le gouvernement et c'est elle qui pousse tout ce qui est aide et aspect réglementaire. Voilà, donc on a plusieurs experts dans l'entité, sachant qu'on est au total 250 personnes dans le groupe Odyssée. Donc je vais laisser la parole maintenant à Flita. Donc Flita, Nicolas Dubois, tu vas nous présenter un peu ton activité, ton métier dans la mobilité douce. On va commencer par progressivement parler de mobilité douce et on va passer par les véhicules ensuite. Allez, super. Eh bien, bonjour. Donc, je représente la société Flita. On est un gestionnaire de flotte de vélos ou opérateur de mobilité. On se présente aussi comme ça. Concrètement, nous accompagnons des collectivités locales, donc des acteurs publics et des entreprises, sur l'acquisition de flottes de vélos. Et ensuite, on déploie tout un ensemble de briques servicielles. On opère en maintenance notamment, donc c'est-à-dire qu'on entretient les vélos que l'on distribue. On distribue aussi de l'assurance, on fait de l'assistance. On est reconditionneur aussi, c'est-à-dire qu'en fin de période d'usage d'un vélo qu'on aurait mis à disposition d'une collectivité locale ou d'une entreprise, on rachète le vélo de façon à le reconditionner et lui redonner une seconde vie et le remettre sur le marché. Donc en résumé, notre mission, c'est de mettre les usagers des collectivités locales et les collaborateurs et collaboratrices des entreprises à vélo. On existe depuis 2018. On est basé à la fois à Lyon et à la fois à Nantes. En fait, ce sont des sites logistiques, nos bureaux concrètement, puisque je dis qu'on est distributeur et opérateur de maintenance. Donc on a dédié des mètres carrés dans nos entrepôts pour être capable de maintenir les vélos, donc de les rapatrier dans nos usines, dans nos usines, pardon, c'est un grand mot, dans nos ateliers pour les réparer.
On a mis 21 000 vélos à la route depuis 2017. L'an dernier, à titre d'information, on a distribué 4 700 vélos à la fois aux collectivités locales et aux entreprises, et on a reconditionné 3 600 vélos. Et on est 35 collaborateurs aujourd'hui répartis sur ces deux sites pour un chiffre d'affaires qui est de 8,5 millions. Je passe très rapidement sur cette slide parce que je pense qu'elle est assez indigeste dans le format comme ça. Mais grosso modo, c'est pour vous rappeler qu'on est, comme je le disais, à la fois distributeur et à la fois opérateur de services sur toutes les briques qui sont là. Donc depuis la personnalisation du vélo à sa mise à la route, on est capable de faire de la formation aussi. C'est un enjeu très important dont on reparlera peut-être après. C'est-à-dire que remettre un vélo à un usager, c'est super. C'est déjà un premier pas vers la mobilité. Mais c'est encore mieux si vous accompagnez le changement et que vous êtes en capacité d'expliquer concrètement comment fonctionne ce vélo et quelles sont les bonnes pratiques pour se lancer et pour pouvoir rouler en toute sécurité tout au long de l'année, notamment sur ces trajets quotidiens domicile-travail. Oui, surtout qu'un vélo électrique, c'est pas un vélo traditionnel et que la première fois qu'on prend un vélo à assistance électrique, il y a l'effet waouh. Ouais, il y a l'effet waouh en fonction de la puissance de la motorisation qui équipe le vélo. Et ben en fait, on peut se retrouver emporté comme un peu avec un véhicule électrique, une voiture électrique. Donc voilà, bon, après on s'habitue très rapidement au fonctionnement du vélo, mais c'est vrai que voilà, il y a cette spécificité à intégrer. Et puis après, tous les bons réflexes pour être en sécurité et à l'aise sur son vélo. Quelques cas d'usage pour terminer sur la présentation de Flita. Le premier, c'est une flotte de vélos qu'on a déployée l'année dernière pour la Caisse du Crédit Agricole de Centre-France, donc, dont le siège social est à Clermont-Ferrand. Leur problématique, qui est plutôt bonne, c'était de mettre leurs collaborateurs et collaboratrices à vélo, donc de déployer une flotte de vélos de fonction concrètement. Une flotte qui est conséquente puisqu'il s'agissait de 600 vélos à déployer sur plusieurs départements, 5 départements de la région. Donc il y avait un enjeu 85 sites en l'occurrence, il y avait un vrai enjeu logistique d'être en capacité sur 2 à 3 jours d'être capable de délivrer le même niveau de prestation, donc que ce soit la distribution du vélo, la formation, etc. Tout ce que j'ai évoqué avant sur tous ces sites. Pour un public qui pour le coup est ancré dans l'usage automobile. Donc il y avait aussi l'enjeu que cette journée de remise des vélos leur donne le goût à commencer à changer leurs habitudes de mobilité. Et puis après, voilà, il y a aussi toute la dimension que j'évoquais précédemment sur ce marché, qui est d'être en capacité de maintenir les vélos et d'assurer une expérience utilisateur qui soit la meilleure possible pendant les 3 années du contrat. Ici, c'est un marché sur lequel nous, on opère en marque blanche auprès d'une collectivité locale qui est Erdre-et-Gèvres, au nord de Nantes. Le service s'appelle Vélos, donc c'est la marque du service qui appartient à Erdre-et-Gèvres. Et derrière Vélos, c'est Flita qui opère. Et là, pour eux, donc, on a mis à la route 335 vélos depuis quelques années, du VAE, du Longtail, du vélo adapté pour les personnes à mobilité réduite ou le public senior. Et la spécificité, c'est que là, pour Vélos, en fait, comme je le disais, on est en marque blanche. Donc, en fait, quand un usager de la communauté de communes réserve son vélo, en fait, cette personne vient dans nos locaux. Elle ne va pas dans les locaux d'Erdre-et-Gèvres, mais elle vient dans les locaux de Flita et on l'accueille on l'accueille pour lui remettre le vélo et encore une fois la former et puis la lancer sur la route. Et le dernier cas d'usage, je crois, c'est pour le Club Med. On fournit aujourd'hui 4 villages vacances du Club Med dans les Alpes sur un parc de VTT électriques, donc des VTT haut de gamme qui ont des taux de rotation et d'usage qui sont très importants. Les vélos sont... je ne vais pas dire qu'ils sont maltraités, mais du moins, ils sont bien usés par les vacanciers sollicités. Donc là, il y a un enjeu, de sourcer le matériel le plus robuste possible, et puis nous, d'être capable de fournir des solutions de maintenance très, très réactives et de dernière minute pour que le parc il ait un taux d'usage le plus important possible tout au long de la saison estivale. Voilà, donc des activités très variées, de l'entreprise, de la collectivité locale, des opérateurs de tourisme, du VAE très standard, mais aussi des choses plus complexes comme ce genre de parc, ou alors du vélo dit PMR pour personnes à mobilité réduite. On opère sur tous ces environnements avec, depuis 8 ans maintenant.
Voilà. Merci. Très bien, donc Urbaner, également dans le domaine de la mobilité douce, avec des offres complémentaires ou différentes. Oui. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme Nicolas disait que il proposait en fait des vélos adaptés. Nous, on fait partie puisqu'on est un des fournisseurs de Flita sur ce domaine de vélos adaptés. Donc Urbaner, en fait, c'est une gamme de véhicules. On a 4 modèles principaux. Donc là, en fait, c'est les 3 premiers qu'on a développés qui sont vraiment orientés pour le transport de personnes. Donc avec l'objectif premier, en fait, c'est de désengorger les centres-villes et pour remplacer la voiture dans beaucoup de cas d'usage. Avec une différenciation principale, en fait, sur le premier modèle, le Vivaldi. Donc Vivaldi, c'est 4 saisons, donc c'est un véhicule tout temps. Voilà, c'est pour ça son nom. Avec la capote, en fait, ça permet en fait de protéger tous les occupants, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de vélos cargo où en fait on a les enfants qui sont protégés. Il y a soit une petite capote sur la caisse qui est devant. Par contre, le conducteur, il mouille, quoi. Donc là, en fait, on a fait vraiment un véhicule qui permet de protéger tout le monde. Soit à l'arrière du véhicule, on met un enfant, on met 2 enfants ou un adulte. Et celui qui est derrière, en fait, il se laisse porter. Donc c'est pas un tandem, il pédale pas, mais donc il se laisse porter. Ce qui fait que ça peut convenir aussi pour transporter des personnes qui sont en difficulté de marche. Ou l'inverse, c'est-à-dire que c'est des personnes handicapées qui ont un léger handicap, qui peuvent rouler avec ce véhicule-là, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes d'équilibre, mais finalement, ils arrivent à pédaler parce que c'est un tricycle. On est assis assez bas, ce qui fait que c'est quand même relativement stable, et la personne qui est moins valide transporte la personne valide, donc ça change vraiment la donne, quoi. On a eu plusieurs cas d'application de ce type-là, quoi. Et donc on est référencé comme matériel, reconnu comme matériel médical, et donc Flita essaie de le distribuer. On aimerait qu'ils en vendent un peu plus, mais voilà, on est en partenariat là-dessus, quoi. Et puis on a un modèle qui est un petit peu plus sportif, le randonneur, qui est un modèle qui est pendulaire. Donc le gros intérêt de ce véhicule, c'est que ça permet d'absorber en fait toutes les variations de la route. Il y a une petite prise en main qui est un peu différente, forcément. Mais quand on a vraiment le véhicule en main, c'est beaucoup plus agréable pour rouler, puisque dans les virages, on peut aller un peu plus vite, c'est un peu plus stable. Mais bon, en pleine ville, au milieu de la circulation, avec beaucoup de piétons, un vrai tricycle, c'est quand même préférable, quoi. Donc tout dépend un peu du cas d'usage, quoi. Et pour les professionnels, en fait, on vient de développer ce qu'on appelle le Boxo. Donc c'est le véhicule qui est présenté sur un stand juste après la C3, qui est vraiment orienté pour les artisans. Alors l'objectif, donc, c'est toujours pareil, de pouvoir aller au plus près de la zone d'intervention, de désengorger aussi les centres-villes. On parlait beaucoup de ZFE jusqu'à présent. Bon, là, on a appris la nouvelle qu'il n'y en aurait plus ce matin. Voilà. Donc, ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de villes qui font beaucoup de choses pour réduire l'arrivée des voitures dans les centres-villes. Et donc, ça devient de plus en plus difficile. Alors qu'avec un véhicule de ce type-là, on va pouvoir utiliser les pistes cyclables et aller jusqu'au point d'intervention, quoi. Le caisson à l'arrière, en fait, il est aménageable à souhait, parce qu'on est les constructeurs, on est les développeurs. Donc, si on veut une adaptation spécifique pour un serrurier, un plombier, un coiffeur à domicile, on peut aménager en fait le caisson, tout comme aujourd'hui, des gens comme Citroën, par exemple, peuvent aménager un fourgon un peu à la demande, quoi, ou faire par des gens qui font de l'équipement, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le dernier né de la gamme, et qui a l'air de trouver son public, quoi. Voilà encore une autre application pour un fleuriste. Donc on peut imaginer en fait des marchés quand même assez importants sur ce type de véhicule, quoi. Donc je parlais de besoins croissants en fait pour désengorger les centres-villes. Donc on va oublier la première diapo. Il reste par contre à côté le programme Marguerite, c'est au niveau national. Donc l'objectif c'est de convertir en fait des artisans qui roulent aujourd'hui avec des véhicules thermiques, de les convertir vers du véhicule à mobilité douce, comme on propose. Et là on vient d'être retenu en fait pour le programme Solus, Marguerite, mais qui s'appelle Solus à Nantes, pour participer justement à ce programme. Donc on devrait être en mesure de pouvoir discuter avec des artisans et leur proposer en fait notre modèle pour convertir en fait des artisans du thermique à ce type de véhicule, quoi. Donc nous c'est une belle opportunité de croissance et surtout de se faire connaître, quoi.
Bon, après ça, voilà, on espère pouvoir se développer et puis croître. Donc c'est notre objectif. On a encore une petite société. Alors s'il y a des gens qui ont de l'argent dans la salle, j'en profite parce qu'on a toujours besoin d'argent pour se développer. On est une start-up, donc si on peut avoir un gros coup de pouce pour développer et puis surtout embaucher des commerciales pour promouvoir notre solution, ce serait bien, quoi. Et donc voilà, donc l'équipe, on est 5 personnes pour cette activité. Merci. Okay. Super. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur les sites où les films les séquences des tables rondes seront enregistrées. Et donc le message de l'accompagnement et des investisseurs potentiels pourra être décuplé si en même temps vous partagez cette information. Merci Dominique. Donc on va passer de la mobilité douce à la mobilité sur aussi 4 roues, mais on va passer sur l'univers plutôt automobile avec Gémy. Et donc je te laisse présenter Gémy, tu le feras beaucoup mieux que moi. Bonjour à tous, je m'appelle Margot, donc je travaille pour le groupe Gémy Automobile qui représente différentes marques, dont Citroën, Peugeot et DS, mais également d'autres marques dont je vais vous parler après. Aujourd'hui, on est sur des produits uniquement français, avec des pièces automobiles avec la qualité française. On peut vous proposer aujourd'hui des délais courts pour une intervention rapide, notamment auprès de nos ateliers. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est la conservation de notre bonus écologique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, puisque nos véhicules proviennent du coup de l'Europe. Donc, je vais vous parler particulièrement de Citroën aujourd'hui, avec les véhicules particuliers, donc 5 places, qui existent aussi pour la plupart en version utilitaire, donc des véhicules qui sont modifiés ou alors des véhicules utilitaires type berlingot, jumpy ou jumper. Et on a également la marque DS qui va être une marque un peu plus premium qu'on peut proposer aujourd'hui. Il a fallu aussi qu'on s'adapte, bien évidemment, au niveau de nos motorisations par rapport aux besoins aujourd'hui et aux demandes gouvernementales. Donc on va pouvoir proposer plusieurs types d'hybridation, dont l'hybridation rechargeable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir 2 moteurs dans le véhicule. L'une, c'est la batterie électrique, où vous allez pouvoir avoir une autonomie électrique en plus de votre autonomie thermique, ce qui permet de diminuer au maximum le taux de CO2 dans les véhicules. Et puis, bien évidemment, on va avoir les véhicules tout électriques qui permettent d'avoir un CO2 totalement nul, ce qui est plus intéressant pour les entreprises, puisqu'en termes de charges et de fiscalité, c'est ce qui va être plus avantageux aujourd'hui. Très bien, on est passé effectivement de l'univers de la mobilité. Et là, une fois qu'on a des vélos électriques, des voitures électriques, des camions électriques, on doit recharger ces véhicules. Donc on va avoir effectivement ce phénomène de où je me recharge, comment je me recharge. Donc il y a 3 grands axes de recharge dans la vie en général. Il y a la recharge domicile-travail, c'est là où le stationnement est le plus long, c'est là où le véhicule reste le plus longtemps stationné, et c'est là où on va mettre plus de temps à recharger. Mais comme on a du temps, on n'a pas besoin de grosse puissance. Donc c'est très facile à installer, il existe des solutions très économiques. Ensuite, on a la recharge par opportunité. Donc là, on va aller se déplacer dans un hôtel, on va aller au restaurant, on va aller faire des courses, et on va pouvoir se recharger par opportunité sur des bornes qui seront mises à disposition gratuitement, mais de moins en moins. Et là, on aura la possibilité de présenter soit un système de paiement, type carte bancaire, téléphone, montre, etc., donc sans contact, ou également un badge que vous allez avoir soit par le fournisseur des véhicules, qui va proposer un badge avec un opérateur de mobilité. Cet opérateur de mobilité donne l'accès à une plateforme. Et donc les fabricants de bornes, les installateurs de bornes doivent se faire reconnaître sur cette plateforme. Et à partir de cette plateforme, on va faire comme en téléphonie, quand vous allez à l'étranger, ce que vous dépensez à l'étranger sur votre téléphone va être sur votre facture, on appelle ça du roaming, ou de l'interopérabilité. Donc les plateformes permettent de l'interopérabilité et tous les fabricants, tous les opérateurs s'interconnectent sur cette plateforme. Donc il y a une plateforme en France, il y en a une en Allemagne, il y en a une en Espagne, et toutes ces plateformes se sont
coordonnées pour communiquer ensemble. Alors pour vous, c'est transparent. La différence, c'est qu'il y a des commissions qui sont relevées à chaque transaction. Ça devient du monétaire, hein, c'est de la finance. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup imposent cette carte. Sachant qu'il y a des solutions également par carte bancaire. Il y a une société française qui s'appelle LM Control qui fabrique des solutions d'accès aux bornes par carte bancaire. Et ça peut même également donner l'accès à des simples prises de courant, ce qui permet dans des campings, des solutions économiques, d'avoir un accès contrôlé par carte bancaire. Donc cette interopérabilité, en exemple, la société qui va se présenter doit s'interconnecter à cette plateforme qui s'appelle JREV en France et qui permet de rendre interconnectable avec toutes les cartes du marché l'accès au point de recharge donc de Rossini Énergie, qui va aller un peu plus loin sur la problématique de la recharge, qui va également accompagner sur l'énergie. Donc je te laisse te présenter et présenter Rossini Énergie. Bonjour, moi c'est Guillaume Girodino, je représente la société Rossini Énergie. Donc comme c'est écrit, on est concepteur, fabricant, installateur et opérateur de bornes de recharge et d'ombrières photovoltaïques, c'est-à-dire qu'on va maîtriser l'ensemble du processus, la conception du projet, adapter un produit à l'usage avec les bornes AC, les bornes DC, et ensuite installer et ensuite maintenir et faire en effet ce que disait Jean-Luc, toute la partie interopérabilité. Donc nos bornes sont interopérables JREV. Dans le cas de parking privé mais ouvert au public, on va pouvoir, d'autres opérateurs avec d'autres badges vont pouvoir venir se recharger sur nos bornes. Voilà, aujourd'hui donc on est sur deux produits, sur la partie borne et sur la partie ombrière. C'est vraiment les deux maillons d'une chaîne, mais qui servent les deux sur la recharge de véhicules électriques. Parce que comme on l'a dit, on va aider à produire un peu plus sur un parking. Notre particularité, c'est qu'on est en bois. Voilà, on travaille que sur des produits bois. Pourquoi ? Pour la démarche RSE notamment. Grâce au bois, on va emmagasiner du CO2 et donc on va réduire notre impact à proposer des ombrières en bois. Voilà, aujourd'hui on est 45 collaborateurs répartis sur 4 sites différents avec l'objectif d'avoir un service complet. 3000 points de charge installés qu'on va voir juste après, un service après-vente interne, une flotte 100% électrique. Voilà l'ensemble de nos points de charge installés, dont notamment des points de charge pour la société Kiloutou, à peu près 300 points de charge, des campings Utopia, des sociétés publiques aussi, la ville de Versailles qui équipe une première ombrière là, qui est en cours, un projet en cours, le groupe Weldom, voilà, différentes solutions pour amener une production d'énergie et la recharge de véhicules électriques. Voilà de nos produits, hein, pas mal sur bois. On a un modèle acier, pour si vous n'aimez pas le bois, mais c'est vraiment notre marque de fabrique aujourd'hui. Quelques projets aussi d'ombrières. Là, on a des ombrières qui sont monopieux, celle qui est tout à droite. À gauche, vous avez une ombrière qui est autoportée, c'est-à-dire qu'on vient juste la poser au sol sans créer de fondation. Et un modèle au centre un peu plus simple, avec des panneaux des panneaux bifaciaux qui permettent de laisser passer la lumière avec un aspect esthétique très, très intéressant. Et aussi toute une partie de gestion, on en a parlé, donc pour les entreprises ou les collectivités, une difficulté de gestion pour les véhicules de service et de fonction où il faut avoir un accès gratuit. Parce qu'on fournit l'électricité de manière gratuite mais mesurée, c'est-à-dire des codes d'accès pour un salarié par exemple, et pour les véhicules du personnel, les visiteurs, etc., une possibilité de recharge par carte bleue. Nous on utilise Google Pay et Apple Pay, donc très rapide à mettre en œuvre, et un service dont le prix est choisi par la personne qui a installé les bornes. Donc vous, si vous installez demain les bornes, vous pouvez choisir le prix et avoir des prix différenciés entre un salarié et un visiteur par exemple. Voilà, et donc tout ça, vous pouvez le suivre à partir d'une plateforme administrateur. Voilà pour moi. Nous, on est présent juste à la sortie si besoin, donc n'hésitez pas à passer nous voir juste à la sortie de la salle de conférence. Pour relayer sur cet aspect soft logiciel, ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules sont connectés, hein, puisque pratiquement tous les constructeurs aujourd'hui géolocalisent les véhicules. Eux-mêmes sont connectés par un câble électrique à la borne de recharge qui communique avec le véhicule. Donc vous avez vraiment, quand vous branchez votre connecteur sur une borne de recharge, la voiture communique avec la borne. Donc aujourd'hui, c'est de façon très très simple. Et demain, la voiture va pouvoir réinjecter de l'énergie stockée dans sa batterie vers le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recharger
la journée, par exemple, derrière du photovoltaïque, et la nuit, on va pouvoir récupérer de l'énergie par sa voiture. Donc comme la voiture est stockée longtemps, elle parque longtemps, hein, c'est à peu près 80% du temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on investit une voiture pour 80% du temps stationnée. Donc vous imaginez votre investissement quand vous sortez un billet de 10 000, 15 000, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est le temps de stationnement qui est le plus long. On utilise très peu la voiture, sauf si on prend des véhicules partagés. Et donc là, on augmente son taux d'utilisation. Donc la connexion est importante, la sécurisation est importante, et on parle aujourd'hui vraiment de sécuriser la connexion et la communication. Et donc, au-dessus de ces bornes, vous avez encore cette notion d'interopérabilité. Donc, tout ça est sécurisé, bien sûr, pour éviter le hackage et l'utilisation des données, parce que c'est des données relativement sensibles, hein, parce que quand vous payez, automatiquement, tout ça est sécurisé, donc il n'y a aucun problème. Donc là, on a vu effectivement la mobilité douce, mobilité véhicule thermique, hybride et électrique. Et donc, il existe aussi d'autres énergies. Donc, il y a des biogaz, il y a des bioénergies, il y a des carburants de synthèse maintenant qui arrivent sur le marché, mais il y a aussi l'hydrogène. Et donc, l'hydrogène, on va laisser H2 Green expliquer un petit peu son écosystème, puisque ce n'est pas seulement l'hydrogène, c'est tout un écosystème et une offre proposée autour également de la mobilité douce. Merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier, donc je suis donc le directeur commercial d'H2 Grem, une start-up qui existe depuis 5 ans. Et nous, notre dada, c'est l'autonomie énergétique. L'autonomie énergétique, grâce à l'hydrogène. Donc comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, on a deux principaux marchés, l'autonomie énergétique pour la mobilité, donc je vais vous en parler un petit peu après, et pour le bâtiment. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez une maison, vous mettez un système H2 Grem qui va vous prendre de la production photovoltaïque, qui va vous la transformer en hydrogène, et vous allez ressortir cet hydrogène sous forme électrique lorsque vous en aurez besoin. Pour la mobilité, vous avez de la surproduction photovoltaïque, éolien, enfin ce qu'on veut, hein, et le tout c'est une source d'électricité renouvelable. Et vous allez ressortir de l'hydrogène sous forme gazeuse dans un véhicule. Hop. Ça marche pas. Petite vidéo, comment ça marche dans une maison. Non, je vais commenter au fur et à mesure. Et s'il y a du son, c'est une petite musique, elle est très pénible, il faudra la couper. Donc là, vous avez une maison type. En fait, typiquement, vous êtes alimenté par le réseau. Donc, vous décidez de mettre des panneaux photovoltaïques. Donc, via un onduleur, vous allez venir alimenter votre conso en autoconsommation. Il n'y a rien de mieux que l'autoconsommation, quand même. Il faut bien le dire. Oui. Donc, un onduleur, c'est un convertisseur de courant faible, on va dire, en courant un peu plus fort, courant continu en courant alternatif. Merci. Donc là, en fait, c'est là où nous intervenons. Donc, nous mettons un système en place qui permet, grâce à un électrolyseur, de l'électricité et de l'eau, de venir produire de l'hydrogène que nous compressons, que nous venons stocker dans des bouteilles. Et le stockage de l'hydrogène est très stable dans le temps. Donc en fait, globalement, lorsque vous produisez de l'électricité en été que vous ne pouvez pas utiliser, vous en profitez pour produire de l'hydrogène, que vous venez rechercher l'hiver et que grâce à une pile à combustible, vous retransformez en électricité. Donc ça, globalement, nous, on tangente l'autonomie, 100% d'autonomie énergétique dans une maison aujourd'hui. On en a plusieurs installés en France. Je vous verrai après qu'on a des exemples à montrer. Et là, globalement, ça vous permet, vous, d'être autonome par rapport à votre mobilité électrique, puisque vous êtes capable de venir recharger votre voiture électrique toute l'année en autoconsommation, mais également sur toute la mobilité hydrogène, dont je vais vous parler un petit peu après. Alors, sur la mobilité, en fait, la façon dont ça se passe, c'est que, vous l'avez compris, lorsque l'hydrogène est produit, il est stocké dans des bouteilles. Oh, pardon, je suis allé trop vite. Je reviens, voilà. Sauf que ça ne marche pas, l'animation. Ou alors elle marche toute seule. Bon, c'est pas très grave, je vais vous expliquer. En fait, ce qu'on a découvert au fur et à mesure, depuis maintenant 1 an, c'est que lorsque vous êtes autonome dans votre maison énergétiquement, vous pouvez l'être également dans votre mobilité. Puisqu'aujourd'hui, il y a des vélos à hydrogène
il y a des chariots élévateurs pour la logistique, il y a des voitures, Toyota par exemple. Et donc vous serez en mesure, dans peu de temps, de proposer un écosystème. Votre maison n'est plus une maison, c'est un écosystème où vous êtes autonome non seulement dans votre habitat, mais également dans votre mobilité. Alors évidemment, comme tout ça est assez disruptif, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous avons un stand un petit peu plus loin, n'hésitez pas à venir nous voir. Cet été, nous avons eu l'honneur d'être le partenaire officiel de Toyota pendant les JO. Toyota avait des véhicules à hydrogène, donc des chariots élévateurs qui étaient Tour Eiffel et Golfe de Saint-Quentin, ainsi qu'une cinquantaine de vélos qui étaient réservés à leurs VIP et leurs guests, avec lesquels vous pouviez faire des tours dans Paris. Et nous avons pris le défi de produire cet hydrogène localement, de le distribuer localement et de le consommer localement. C'est-à-dire qu'en plein cœur de Paris, pendant les JO, on a produit de l'hydrogène pour ces véhicules-là. Et donc ça a tellement bien marché qu'il y a 15 jours, nous étions au siège de Toyota à rencontrer le numéro 1 de l'hydrogène pour Toyota dans le monde, et qui nous a dit, cet été il y a le rallye de Finlande et on a beaucoup de projets en commun avec eux sur la mobilité, où nous allons permettre en fait de créer, vous l'avez compris, de l'hydrogène localement. Donc on a pris le contre-pied totalement de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'énergie en général, où vous allez extraire du pétrole, par exemple, dans le Golfe, que vous allez raffiner au Canada et que vous allez distribuer au Japon. Là, en l'occurrence, nous, on produit localement ce dont on a besoin, on le distribue localement et on le consomme localement. Donc c'est de l'hydrogène vert, puisqu'il est entièrement produit avec des énergies renouvelables. Donc là, vous avez des images des JO où nous étions à l'entrée du Inclusive Mobility Park de Toyota, et avec des vélos avec une petite vidéo, je vous montre à quoi ressemble un plein, parce que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc ça, c'est un vélo à hydrogène. Alors il est sur le stand, si vous voulez venir le voir. Ça, c'est le fondateur d'H de Grême, qui vous montre à quoi ressemble en fait une station. Donc ça a la taille d'un frigo américain, c'est 1 mètre carré au sol. Et à côté, vous avez le module de distribution. Donc là, c'est spécial pour les vélos. On a la même chose pour des triporteurs de livraison dernier kilomètre. On a la même chose pour les chariots élévateurs. Donc voilà, vous faites le plein. Moins d'une minute. Moins d'une minute de plein, c'est reparti. Et en fait, avec 63 grammes d'hydrogène, vous avez 150 km d'autonomie. Donc voilà, en une minute, vous faites un plein d'un véhicule. Comme je vous l'ai décliné, on a alors, c'est notre partenaire, Pragma. Je viens de cette société-là, en fait. C'est moi qui avais négocié le contrat avec Toyota pour les véhicules, et donc la nécessité d'avoir une infrastructure, puisque le problème de l'hydrogène aujourd'hui qu'on rencontre, c'est un problème de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'usage. Et comme il n'y a pas d'usage, personne ne va sur l'infrastructure. Donc il faut bien rompre ce dilemme. Et globalement, ce cercle vicieux, on essaye d'en faire un cercle vertueux, c'est-à-dire de proposer des solutions de production d'hydrogène local, donc chez vous, dans des collectivités, partout où vous avez du photovoltaïque, dans des ombrières, etc., grâce à des ombrières. Et globalement, de le transformer en hydrogène sur tout ce qui est surplus et de le distribuer localement. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur un sujet un peu nouveau, mais voilà, je reste à votre disposition pour des questions. Non, je pense que c'était très très clair. J'allais même poser la question, quel était le frein du passage à l'hydrogène? Donc tu as pratiquement répondu à la question. Est-ce que c'est une question parfois de budget, d'investissement, ou est-ce qu'il y a des aides justement au passage à l'hydrogène? Alors, il n'y a aucune aide. Il n'y a aucune aide. Oui, il y a un frein parce que nous sommes des petites boîtes. On produit chez Pragma, ils ont produit 200 vélos pour Toyota. Donc, ce n'est pas avec 200 vélos que vous pouvez gagner votre vie quand vous savez qu'à moins de 50 000 vélos par an, vous ne gagnez pas d'argent en production. Donc on est vraiment sur des produits très disruptifs. Les stations, on va en produire 50 cette année. Donc je tiens à préciser quand même qu'on est assez fiers aujourd'hui d'avoir des stations qui sont installées dans des maisons de particuliers, en France, en Suisse, en Belgique. On a des stations qui sont installées dans les universités parce qu'il y a un gros sujet sur les formations professionnelles et les formations étudiantes au métier de l'hydrogène, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Donc les universités sont en train de se battre pour créer des programmes de formation sur les métiers de l'hydrogène, parce qu'on a besoin d'installateurs, on a besoin de dépanneurs, on a besoin de mecs qui révisent, etc. Donc c'est assez passionnant. Et d'autre part, c'est pour ça que je vous disais, donc c'est encore un petit peu cher, parce que cette année, on va en produire une cinquantaine. J'en ai une qui est partie pour le Chili, là où il y a un très gros marché. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'hydrogène, aujourd'hui, est la seule solution qu'on ait trouvée pour stocker les énergies renouvelables sur le long terme.
C'est-à-dire que les batteries, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas stocker sur le long terme et vous ne pouvez pas stocker dans des grandes quantités parce que ça coûte extrêmement cher. Donc en fait, la seule solution de stocker aujourd'hui l'électricité renouvelable, c'est l'hydrogène. Et au Chili, 50% de leur électricité est d'origine renouvelable. Donc eux, ils ont tout de suite compris tout l'intérêt qu'il y avait à aller sur l'hydrogène. Donc on n'est pas peu fiers que le ministre des Transports du Chili roule sur un vélo Pragma et fait le plein de son vélo avec une station H2Grem. Donc il y a un gros sujet. Là, je rentre du Japon, comme je vous l'ai dit, avec Toyota. On va être sur le rallye de Finlande pour alimenter. Toyota a fait un système très disruptif de recharge d'hydrogène avec des cartouches, un peu sur le modèle SodaStream. Donc vous avez des cartouches, vous mettez votre cartouche dans votre barbecue, votre sauna ou votre voiture, et en fait vous allez faire le plein à une borne et vous mettez votre cartouche, en 1 minute elle est pleine et vous repartez, exactement comme le SodaStream. Donc on a voilà. Donc beaucoup de projets et beaucoup de fantasmes dans l'hydrogène. Et peu de gens finalement qui font des choses au quotidien pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est assez fiers de ça. C'est que pour nous, un vélo, c'est l'hydrogène au quotidien pour tout le monde. Et c'est pas mal. Et quand vous êtes autonome dans votre maison grâce à votre station d'hydrogène, c'est aussi de l'hydrogène au quotidien pour tout le monde. Voilà. Écoutez, c'est très très bien. Olivier, je te remercie. Et ça peut être une idée complémentaire pour Rossini pour intégrer une solution disruptive d'intégration de solutions de fabrication d'hydrogène grâce au photovoltaïque. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ça pourrait être une nouvelle offre, une nouvelle idée. Sur le vif, la question du stockage est vraiment, pour moi, assez complexe et se réduit pour moi aujourd'hui au coût. C'est-à-dire qu'une batterie, ça coûte cher, et donc rajouter un produit en plus, ça reste complexe. L'idéal, ça reste de consommer au moment où on produit. C'est quand même ça l'idéal, ce qui est faisable avec un véhicule électrique, parce que c'est vraiment l'avantage. Faut quand même voir que le photovoltaïque, c'est une production intermittente, et la recharge, ça peut être intermittent aussi. On n'est pas obligé, quand on arrive à 8 heures, de recharger tout de suite entre 8 heures et 10 heures. On peut, si on a toute la journée, on peut recharger un petit peu le matin et puis beaucoup le midi s'il y a plus de production photovoltaïque. Ça, c'est intéressant. C'est des systèmes qu'on développe pour maximiser l'autoconsommation. Mais en effet, il y a toujours un reste, et ce reste-là, vendu au réseau, ça ne vaut rien. Donc en effet, les solutions de recharge, ça peut être toujours intéressant. Et Guillaume, on m'a toujours dit à peu près la place d'une place de stationnement, c'est 9 panneaux, et avec 9 panneaux, on fait à peu près 20 000 km par an. 9 panneaux, c'est souvent des panneaux aujourd'hui qui font 500 watts crête, donc on a 4 kg watts crête qui vont produire chacun 1000 kWh. C'est à peu près en moyenne en France, pour 1 kW crête installé, on produit 1000 kWh, et en effet ça va être ça à peu près. J'ai pas le calcul en tête, mais si tu le dis. Ouais, ça doit être à peu près ça. Donc c'est effectivement une solution très vertueuse de l'utilisation du soleil pour pouvoir se déplacer directement, sous couvert bien sûr que le véhicule se recharge pendant qu'il y a du soleil, et si vous rechargez la nuit, il faut effectivement compenser par une option qui est le stockage, batterie lithium ou batterie plomb ou batterie hydrogène. La nuit ou l'hiver. Effectivement, en fonction de l'aspect nuageux, parce que la production est baissée. En plus, s'il y a de la neige, ça réduit considérablement. Ou alors, il faut bien nettoyer les panneaux. Il faut un accès. Voilà. Donc, c'est bien, on a fait le tour inverse. Donc, on va repartir sur le véhicule. Sur le véhicule, chez tes clients, quels sont les freins à l'utilisation du véhicule électrique? Ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont moteurs, des personnes ou des sociétés qui vraiment ils veulent y aller? Alors pour ceux qui sont moteurs, on va être sur des grosses flottes qui en règle générale vont être de plus de 100 véhicules, où là ils ont aussi des obligations en termes de loi pour verdir leur parc. Le frein qui est le plus souvent entendu, ça va être j'ai pas assez d'autonomie. Mais pour moi l'autonomie c'est pas le problème, c'est le temps de recharge le problème. Et aujourd'hui, on est en train de travailler effectivement avec le groupe Stellantis pour proposer aujourd'hui des temps de recharge entre 20 et 80% à moins de 25 minutes. Ça, c'est notre objectif pour que vous puissiez vous arrêter dans une aire d'autoroute, boire un café, répondre à 2-3 mails et pouvoir repartir pour refaire 250 km. Ça, c'est l'objectif. Margot a tout à fait raison. Connaissez-vous le temps moyen d'arrêt sur autoroute
de toute personne confondue, hein, de tout profil confondu, Je dirais 30 minutes. c'est 25 minutes. Donc effectivement, quand on voit qu'on fait un 20-80, donc 20% au niveau de la batterie, jusqu'à 80%, ça permet de refaire 300 km ou 250 km, ça dépend aussi si vous roulez vite et des conditions hivernales. Ben, en fait, vous vous rendez compte qu'en 25 minutes, vous avez largement fait le temps moyen de stationnement et d'arrêt sur des aires de service autoroutières. Hein, donc où il y a des services, parce qu'en fait, où il y a des bornes, c'est où il y a des services uniquement. Mais effectivement, c'est une bonne remarque, puisque en général, on a le temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, le temps de charge, le plus souvent, c'est domicile-travail ou quand on est par opportunité. Et le fait de mettre un maillage comme le fait Rossini de bornes de recharge quand on fait les courses, quand on va dans un centre commercial ou bien dans un hôtel ou dans une concession automobile également, hein, puisque Rossini met pas mal de bornes aussi dans les concessions, bah, ça permet, pendant que vous êtes en train de discuter, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, de faire un petit complément. Et moi, je roule électrique également. Bah, quand on va faire les courses à Carrefour, bah, on a une station, il y a 1 heure gratuite. Bah, on recharge pendant 1 heure gratuitement. Il y a encore un peu d'occasion comme ça. Voilà. Est-ce que la mobilité douce... alors moi, j'avais 2 questions. Quels sont les freins au passage au vélo dans une entreprise? Parce que quand une entreprise, au travers de sa RSE, fait son plan de déplacement, l'entreprise propose des solutions de mobilité ou de non-mobilité. Et le vélo fait partie de ces solutions de mobilité. Alors, quels sont les freins des salariés? Ben non, je ne vais pas passer au vélo électrique parce qu'il y a une raison ou une excuse. J'apporterais juste un petit complément aussi par rapport à ce qu'on disait sur les voitures, sur l'autonomie. On a la même remarque aussi sur le vélo. Si on regarde le nombre de kilomètres que l'on fait en moyenne par jour, on est souvent très 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 en dessous des 100 km. Donc à chercher à avoir un véhicule qui fait 700 ou 500 km d'autonomie pour 2 ou 3 fois dans l'année quand on va en vacances, je pense qu'il faut aussi revoir sa façon de voir. Puis dire, je pars en vacances, là j'ai le temps de m'arrêter et puis je recharge. Quoi. La moyenne c'est 25 km par jour pour tout le monde. Bah oui, donc c'est rien du tout. Et en vélo on a la même remarque parce que c'est aussi un des freins. Beaucoup disent mais l'autonomie c'est pas grand chose. Et quand on pose la question, mais vous avez combien de kilomètres à faire pour aller au boulot? 10. Ça fait 20 allers-retours, donc si on a un véhicule qui fait 50 d'autonomie, c'est quelque part largement suffisant. Quoi. Surdimensionner en fait le matériel, c'est du surcoût pour une utilisation qui est pas là, quoi, en fait. Et donc batterie, c'est un coût qui est non négligeable. Ça vient pas de France en plus, on sait tous que les batteries et les cellules, ça vient de Chine. Ce sont des matériaux rares qu'il faut extraire, etc. Donc l'intérêt de surdimensionner. Donc donc l'autonomie c'est un frein, mais il faut essayer de passer un message. On n'a peut-être pas besoin d'autant de. Et si on va au travail, on peut la plupart du temps avec les employeurs, comme il y a des aides, il y a du soutien pour passer à des modes de mobilité douce. On déconnecte sa batterie, on peut la brancher ailleurs et on repart le soir, elle est rechargée. Quoi. Donc voilà, il y a aussi des solutions. L'autre frein que nous on avait constaté quand on avait lancé notre entreprise, notre projet. Ce sont les intempéries et le manque de polyvalence des vélos. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à faire le modèle Vivaldi, donc véhicule capoté, où on peut emmener des enfants. On a un coffre, donc ça permet de faire quelques courses. Donc, on retrouve quand même une certaine autonomie, une certaine polyvalence qui permet de remplacer la voiture, comme je disais, dans pas mal de cas d'usage. Et donc, ça lève des freins au vélo, quoi. Dire je veux absolument y aller en voiture. Il y a des solutions qui existent, il faut franchir le cap. Et un des freins aussi, c'est le coût, parce que le Vivaldi, nous, on l'a à partir de 8005 TTC. Donc on peut se dire, c'est cher. Mais si on fait 10 km par jour, ça fait 3600 en gros sur l'année, en 4 ans, on a payé le vélo. Puisqu'en fait, l'économie de carburant, de taxes par rapport aux voitures, par rapport au coût d'entretien de la voiture, le contrôle technique, il y a toujours plein de choses à faire. Sur le vélo, il y a très très peu de choses, et en 4 ans, c'est vraiment amorti et payé. Quoi. Et le vélo ne sera pas mort, parce que vous allez changer des plaquettes de frein, peut-être un peu la chaîne, des pneus, des choses comme ça, mais c'est rien du tout par rapport au coût d'une voiture. Quoi. Donc il y a des freins effectivement économiques, il y a des freins d'autonomie, mais c'est plus, je pense que il y a une mentalité à essayer de réfléchir vraiment à franchir le cap. Un vélo effectivement comme on a là, nous, le frein c'est aussi, si j'achète ça, le but c'est de supprimer une voiture.
Alors quand on a 2 voitures, on dit bon allez, on supprime une, ça peut peut-être le faire. Mais on se dit toujours ouais, mais là quand je vais aller à la déchetterie, c'est bien que j'ai ma fourgonnette ou j'ai ma deuxième voiture, je m'en fiche si je mets les poubelles dedans. Enfin, il y a toujours franchir le cap de dire je supprime une voiture, voilà, on n'est pas encore tous prêts. Et puis le dernier frein, c'est les infrastructures, quoi. S'il n'y a vraiment pas d'infrastructure, les gens ne se sentent pas forcément à l'aise à dire bah, allez, je prends le vélo, mais voilà, il y a des camions, il y a des voitures. Je ne me sens pas forcément en sécurité sur la route. Donc là, c'est la création d'infrastructures qui vont bien pour lever ces freins-là, quoi. Effectivement, c'était une des questions que j'avais en tête, c'était cette notion d'infrastructure. Juste encore une petite question pour... On a vu effectivement des produits qui permettent de transporter les personnes. Moi, il y a une question. Est-ce qu'on est obligé de mettre un siège auto pour transporter un enfant dans un vélo électrique équipé de place arrière Je dirais que ça dépend de la taille de l'enfant. Si vraiment l'enfant est tout petit, il vaut lui mettre une coque pour le tenir. Mais là, sur nos vélos, les enfants qui ont 2 ou 3 ans qui se tiennent bien assis, on a des ceintures 3 points, comme sur un siège auto. Après, la vitesse où on est limité à 25. Les chocs sont quand même beaucoup moins violents. Donc voilà, il faut quand même attacher les enfants qui sont petits, parce qu'ils sont derrière, s'ils font un peu les fous, c'est quand même bien de les avoir en sécurité, quoi. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a de la... C'est fortement recommandé quand même. Enfin, là, c'est du bon sens, quoi. C'est clair, quoi. Après, si l'enfant est plus grand, il peut se mettre à califourchon derrière le siège. Voilà, après, il n'y a pas besoin de ceinture, quoi. Okay, et le casque aussi, hein, c'est quand même un peu recommandé, oui, malgré tout. Marco, vous voulez ajouter ? Oui, je voulais rebondir sur les changements d'habitude entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. On a tendance aujourd'hui avec un véhicule thermique à attendre d'arriver pratiquement en réserve pour pouvoir aller faire le plein. Avec un véhicule électrique, en fait, c'est un changement d'habitude. C'est-à-dire, je m'arrête un quart d'heure, je branche ma voiture avant de repartir. J'attends pas d'arriver en fin de batterie pour pouvoir recharger mon véhicule. Ce qui permet d'avoir toujours de l'autonomie et c'est beaucoup moins anxiogène. C'est ça que je voulais rajouter. C'est tout à fait vrai, et puis on le constate quand on est habitué à rouler en électrique, c'est que quand on a une opportunité, c'est pour ça que je parle de recharge par opportunité, on se recharge, un peu comme avec le téléphone. On a l'occasion de recharger pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on est en batterie à 25%, puis on se dit je ne vais pas terminer la journée. En fait, c'est un peu ce changement de paradigme d'usage de la mobilité qui se joue par les habitudes ou par la formation. Hein. Comme nous, on propose aussi des formations d'accompagnement, on explique ce changement de façon. Pour terminer sur l'aspect mobilité, pour les entreprises, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un acteur qui accompagne l'entreprise à ce changement d'usage de la mobilité ? J'imagine que oui. Je sais pas, c'est toi qui va argumenter. Ouais. Oui, par rapport déjà à tout ce qu'on vient de discuter à l'instant, comment dire, on a parlé du fait que en fait, se lancer est compliqué parce qu'on va manquer d'infrastructures, ou du moins on a l'impression qu'on va manquer d'infrastructures parce qu'on est ancré, et c'est très normal dans d'autres modes de mobilité, transport en commun, en voiture qu'on pratique depuis des années. Il faut faire face aux intempéries, il faut réorganiser son temps. On parlait de réorganiser son temps pour je pars en vacances, j'ai 700 km à faire, qu'est-ce que ça me coûte au final de faire des pauses toutes les heures et demie pour recharger 25 minutes. Mais en fait c'est pareil à vélo, c'est-à-dire que vous avez un trajet de 10 km à faire. En voiture, hors bouchon, on va dire que ça vous prend 15-20 minutes. En vélo, en vélo à assistance électrique ou à hydrogène, ça va vous prendre 30 minutes. C'est quoi 2 fois 15 minutes de plus dans votre journée ? Donc, en fait, nous, en tant qu'opérateurs de mobilité en collectivité locale ou en entreprise, on est aussi, nous, en fait, les premiers convaincus des solutions qu'on distribue et de la mobilité à vélo. Et ne serait-ce que de par nos expériences, en fait, quand une entreprise ou une collectivité nous sollicite avant de mettre en place un service vélo, c'est tout bête, mais on est déjà en capacité, nous, d'apporter ce vécu, cette expérience de nous propres usagers, de comment on s'est habitué et de comment nos autres clients ont fait, comment ils ont mené leur politique de mise à vélo. Et puis, quelque chose qui me semble qui fonctionne très bien, je pense, ce sont les formats découvertes. Là, à l'instant, j'évoquais le fait de changer ses habitudes. En fait, le meilleur moyen, c'est de tester. C'est de se dire, je ne vais pas m'engager tout de suite dans un plan de déploiement pour ma collectivité ou pour mon entreprise de 500, 600 vélos. Ça n'aurait pas de sens. Le plus simple, et c'est du bon sens, mais ça fonctionne à tous les coups, c'est-à-dire que c'est
j'envisage un projet à petite échelle, pilote, je sélectionne un certain nombre de personnes, je m'équipe d'une petite flotte, 5, 10 vélos, 2 vélos, même s'il le faut, et je fais tester. Et j'essaye de faire tester dans les meilleures conditions, dans une zone géographique où je sais qu'il y aura des infrastructures, idéalement entre mai et septembre ou octobre, pour éviter toute la partie hivernale qui est vraiment pénible à rouler à vélo, mais qui se fait au demeurant, qui se fait très bien quand on commence à être mordu de ce type de mobilité. Et donc voilà, tester sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça vous engage à pas grand-chose, si ce n'est à vous laisser surprendre et puis à vous dire qu'en fait le monde peut se parcourir à vélo et que du moins les trajets domicile-travail, parce que je parle pas de partir en vacances, quoique. Mais bon, voilà. Ok, merci en tout cas pour ton intervention. Olivier, tu voulais, mais très rapidement? Oui, faire un petit complément sur le changement? Non, je voulais préciser que tu parlais de vélo électrique ou hydrogène, mais le vélo à hydrogène est un vélo électrique. C'est-à-dire c'est un vélo électrique mais sans batterie. Voilà, donc je voulais le préciser parce que ça reste un vélo électrique qu'on peut alimenter de la même façon qu'un vélo électrique. C'est ça que je voulais dire. Comme pour les véhicules. Comme les voitures, tout à fait. Et les véhicules, les camions, les bus, toutes les technologies motorisées. Je rajouterai un point que vous posiez la question si c'est le rôle par exemple de Flita pour nous en tant que constructeurs, c'est hyper important parce qu'il fait l'intermédiaire. Il accompagne. Parce que c'est pas le métier de l'entreprise, c'est pas notre métier non plus. Donc c'est un autre métier. Donc voilà, il faut des sociétés comme Flita pour le faire. Voilà. Et c'est aussi pour ça que nous on est là pour accompagner le changement d'habitude au niveau de la formation, mais aussi au niveau de choix stratégiques. Mais c'est toujours, et nous on le constate de plus en plus, au travers de la RSE, des plans de déplacement d'entreprise, des plans de déplacement collectif. Quand on fait une étude pour une société qui est de 12 000 personnes, 5 000 véhicules et 600 points d'alimentation, donc des bureaux, des unités de production, des unités de distribution, on s'aperçoit qu'effectivement, il doit y avoir une corrélation de l'ensemble de la problématique de la mobilité au sein de l'entreprise pour justement réduire les coûts d'exploitation, d'entretien, d'assurance, etc. Et surtout les coûts vignettes et des taxes. Donc, j'avais une question dans la salle. Madame, si tu peux avancer le micro. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question pour Gémy, c'est ça? Vous évoquiez des utilitaires tout à l'heure. Ce sont des utilitaires qui sont hybrides ou full électriques? Merci, monsieur Trottoir. On va avoir des véhicules thermiques et des véhicules électriques ou hydrogène électrique finalement. On va avoir ces deux-là. On va avoir également des motorisations hybrides. C'est en train de se développer, ça ne devrait pas tarder à arriver, mais pour pouvoir proposer les 3 motorisations qu'on a dans tous les groupes aujourd'hui. Donc du thermique pur, de l'hybride, de l'électrique et de l'hydrogène en utilitaire. Alors, il existe aussi une solution, c'est ce qu'on appelle le rétrofit. C'est-à-dire que vous prenez un véhicule thermique et vous le modifiez en électrique ou en hydrogène. Parce qu'en fait, cette technologie existe et de plus en plus d'entreprises proposent cette possibilité de modifier la motorisation. Alors, il y a aussi les nouveaux carburants qui peuvent aussi être rétrofités sur des véhicules existants. Donc tout ça, ce sont des technologies et en général, tous ceux qui font du transport, de la logistique, les concessionnaires, ont des solutions qui permettent justement de répondre à la problématique. J'ai un véhicule neuf, je suis dans zone d'émission faible, donc qu'est-ce que je fais? Parce que je ne peux plus aller dans le centre-ville. On va pouvoir trouver une solution, soit en rétrofit, soit en changement de véhicule, ou carrément réaffecter un véhicule à une autre personne ou à un autre service pour réutiliser un nouveau véhicule pour pouvoir répondre à la problématique réglementaire du déplacement dans la zone qui serait contrôlée par une ZFE. Alors attention avec ça, puisque si ce n'est pas un montage d'usine, il faut savoir que les garanties constructeurs ne fonctionnent pas. Tout ce qui est modification sur les motorisations, c'est soit en usine, soit vous faut le faire après la garantie des véhicules. Il y a des conditions à vérifier avec celui qui intervient. À respecter, effectivement. Celui qui intervient, c'est lui qui est responsable, parce qu'en fait, il met les mains, surtout en électrique. Je ne sais pas si on n'en a pas parlé. C'est qu'il y a des habilitations obligatoires, il y a des réglementations qui obligent les personnes à intervenir sur des véhicules ou des infrastructures sous couvert d'une formation.
Et cette formation, c'est des formations d'habilitation pour les électriciens ou de qualification. Donc quand vous faites installer des bornes, demandez bien si l'installateur, comme Rossini Énergie, est bien qualifié pour installer l'infrastructure, parce qu'il y a vraiment des spécificités électriques, techniques, qui sont réglementées. Et je rajouterais juste sur les véhicules, nous on a plusieurs véhicules électriques de flotte en utilitaire. J'ai notamment une équipe qui est partie d'Angers cette semaine pour aller à Brest, donc ça se fait, c'est quand même 4 heures de route, ça se fait. Mais faites attention parce que dans tous l'expert par exemple qu'on a nous ici, il a différentes autonomies. Voilà. Il est disponible en 75 kWh ou 50. Et donc forcément, il faut adapter son véhicule à l'usage. Très bien, mais écoutez, merci. Ah, il y avait une question. Allez, la dernière. Merci. Merci Nicolas pour le trottoir. Ça va être très court. C'était pour rebondir sur les aspects d'autonomie. Et peut-être que justement derrière le frein psychologique d'avoir une demande un peu parfois irrationnelle ou en tout cas une demande d'autonomie surdimensionnée par rapport aux besoins réels. Mais est-ce que derrière ça ne vient pas d'un constat et d'une expérience vécue qui est que à l'instant où on achète notre véhicule neuf, il a une autonomie donnée, 250 km pour dire un chiffre, et que 2 ans plus tard, il passe à 100, à 60, et que cette expérience vécue-là, peut-être qu'elle laisse un petit peu des traces, et en tout cas, voilà. Et la question derrière, c'est est-ce que c'est une réalité, cette baisse d'autonomie, et comment est-ce que c'est travaillé pour garantir une continuité dans le temps d'une autonomie minimale, quoi. Alors, c'est très général au niveau de la question. Je pense que déjà, il faut comprendre qu'un véhicule électrique, il est livré avec une norme qui s'appelle la WNTP. Et cette norme, en fait, n'est pas forcément celle de l'utilisateur. Et que le calculateur qui est dans la voiture va s'habituer à la façon de conduire et il va intégrer également la situation extérieure. Donc l'environnement, le relief, la température, la vitesse, bien sûr, la consommation, plus l'habitude de conduite va jouer sur l'autonomie. Donc si vous avez un véhicule qui fait à l'achat 400 km, il va progressivement descendre parce qu'il va prendre en considération votre façon de conduire. Donc ça, c'est le calculateur qui va le prendre. Après, effectivement, l'hiver, ça consomme plus parce que les batteries sont froides et une batterie froide a moins de capacité de stockage et elle ne réagit pas de la même manière. Donc vous pouvez perdre jusqu'à 25% d'autonomie. Donc moi, ce que je conseille, c'est surtout de regarder le temps de charge rapide quand on est en itinérance. Après, quand on est à la maison, souvent on me dit « Ouais, mais moi, je fais une recharge par semaine. J'ai pas de problème de recharge. » La problématique vient de où je me recharge si je suis en habitat collectif, parce que j'ai un parking, j'ai pas de borne, qu'est-ce que je fais? Je suis locataire, qu'est-ce que je fais avec mon propriétaire? Comment je vais réagir? Donc tout ça est accompagné. Donc si vous avez des questions sur le sujet, on va pouvoir vous aider également au niveau du conseil. La dernière. Oui, je rebondis aussi sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a eu une génération de batteries, les premiers vélos électriques qui assez bas de gamme, on va dire. En fait, la batterie, elle se dégrade au fur et à mesure, parce qu'en fait, le chargeur et la batterie n'ont pas les systèmes on va dire, de régulation des cellules en fait, qui sont dans la batterie. Une batterie, c'est un empilage de cellules. Et certains systèmes, dès qu'il y a une cellule qui est pleine, ils considèrent que la batterie est pleine, alors que les autres cellules à côté sont vides. Et les systèmes intelligents font qu'ils régulent et ils essaient de charger toutes les cellules au même niveau, quoi. Et donc, plus on charge, plus on décharge de haut en bas, un plein complètement vide. Il y a des batteries qui vont se dégrader, alors que d'autres systèmes, des batteries qui sont plus chères, des chargeurs qui sont plus sophistiqués, permettent d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue des batteries. Mais vous avez raison, il y a des batteries très bas de gamme, elles se dégradent, et un beau jour, on a divisé par 2 l'autonomie, mais ça, c'est effectivement, c'est du cas réel. C'est moins vrai maintenant, parce qu'on a quand même des systèmes un peu plus sophistiqués et pilotés pour la charge, quoi. Oui. Merci pour cette dernière intervention, parce qu'on doit laisser la place à notre intervenant. En tout cas, merci à tous pour vos questions, et merci à nos participants, qu'on peut applaudir, puisqu'ils sont debout. Stand d'innovation.